Le couloir des urgences résonnait du chaos habituel quand il la vit. Elle se tenait là, au milieu des brancards et des infirmières qui couraient, serrant contre sa poitrine un nourrisson dont les lèvres avaient viré au bleu. Ses cheveux autrefois soignés pendaient en mèches sales autour d'un visage creusé par l'épuisement. Leurs regards se croisèrent. 7 mois de silence. 7 mois de questions sans réponse. 7 mois à essayer d'oublier, tout s'effondra en une seconde. Eloy, sa voix n'était qu'un souffle rauque. Sauve-le, je t'en supplie. Il connaissait ce regard, il l'avait vu des centaines de fois sur le visage des parents qui lui confiaient leurs enfants mourants, mais jamais sur le visage de Liora. Jamais sur le visage de la femme qui s'était évaporée de sa vie un matin de mai, ne laissant derrière elle que 3 lignes griffonnées sur un bout de papier. Le souvenir le frappa avec une violence qu'il n'avait pas anticipée. L'oreiller vide à côté du sien, la lumière grise de l'aube filtrant à travers les rideaux, et cette lettre posée là où aurait dû se trouver sa tête. Je ne peux plus. Pardonne-moi, ne me cherche pas. Il l'avait cherché quand même. Pendant des semaines entières, il avait mobilisé des détectives privés, épluché les relevés bancaires, appelé tous les contacts qu'ils avaient en commun. Rien. Elle avait disparu comme de la fumée. Et puis un jour, il avait cessé de chercher. Non pas parce qu'il avait abandonné, mais parce qu'il avait compris qu'elle ne voulait pas être trouvée. Maintenant elle se tenait devant lui, méconnaissable. Les vêtements qu'elle portait étaient usés jusqu'à la trame, ses pommettes saillaient sous une peau devenue translucide. Mais c'étaient ses yeux qui lui serrèrent la gorge, ses yeux qu'il avait aimés, remplis maintenant d'une terreur animale alors qu'elle pressait contre elle ce petit corps qui luttait pour respirer. « Mon fils, murmura-t-elle, il ne peut plus respirer. Ils m'ont dit que personne ici ne pouvait l'opérer, que c'était trop compliqué. Et puis je t'ai vu dans le couloir et... » Et elle ne termina pas sa phrase, elle n'en avait pas besoin. Le bébé dans ses bras émit un son, un gargouillement étranglé qui fit se dresser tous les poils sur les bras d'Eloy. Il ne posa pas de questions. La douleur qui lui broyait la poitrine, cette trahison, cet abandon, ces 7 mois de nuit blanche, tout cela pouvait attendre. Un enfant était en train de mourir devant lui. Il tendit les bras et prit le nourrisson avec une douceur qui contrastait avec la tempête qui faisait rage dans ses yeux. « Suivez-moi, maintenant !» Alors qu'il se retournait, le poids du bébé contre son torse, une pensée traversa son esprit avec la clarté froide d'un scalpel. Il n'avait plus personne. Ses parents étaient morts il y a 10 ans, emportés tous les deux par un conducteur ivre sur l'autoroute du Sud. Pas de frères, pas de sœurs, pas d'enfants. Ses journées se fondaient les unes dans les autres, rythmées uniquement par les battements de cœur de ses patients et le bourdonnement constant des machines. Son travail était devenu sa seule famille. Et maintenant, cette famille fantôme venait de ressurgir sous la forme d'une femme brisée et d'un nourrisson qui suffoquait. Si cette histoire vous a déjà attrapé, si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, prenez une seconde pour vous abonner. Parce que ce que vous allez découvrir va vous couper le souffle. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle d'examen. Et Eloy poussa la porte du box d'examen le plus proche d'un coup d'épaule. L'infirmière de garde leva la tête, prête à protester contre cette intrusion, puis ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant l'homme qui venait d'entrer. « Docteur Arnhem, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas sur le planning ce soir. » Il l'ignora. Ses mains travaillaient déjà, dégageant les voies respiratoires du bébé, évaluant la coloration de sa peau, comptant les battements de son cœur sous ses doigts. Rapide, trop rapide. Le corps de cet enfant se battait pour survivre avec chaque once d'énergie qu'il possédait. Stéthoscope, ordonna-t-il, et préparez une échographie cervicale. L'infirmière obéit sans poser de questions. On ne discutait pas avec Eloy Arnhem. On ne discutait pas avec le chirurgien cardio-thoracique le plus respecté du pays, celui dont les mains avaient sauvé des centaines d'enfants que d'autres médecins avaient abandonnés. Il ausculta le nourrisson avec une concentration totale. Le sifflement qu'il entendait confirma ce qu'il soupçonnait déjà. La trachée était compromise, gravement. Chaque inspiration était une bataille que ce petit corps était en train de perdre. L'échographie arriva. Eloy examina les images, son visage se figeant en un masque impassible. Sténose trachéale congénitale. Le segment rétréci était long, beaucoup trop long. Ce n'était pas une simple malformation qu'on pouvait corriger avec une dilatation par ballonnet. Ce bébé avait besoin d'une trachéoplastie par glissement, une intervention chirurgicale complexe que seule une poignée de chirurgiens dans le monde maîtrisait. Cet hôpital ne peut pas faire cette opération,
dit le médecin de garde qui venait d'entrer dans la pièce. C'était un homme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, l'air fatigué de ceux qui ont vu trop de cas désespérés. On n'a pas le matériel, on n'a pas l'équipe. Le mieux qu'on puisse faire, c'est le stabiliser et organiser un transfert vers un centre spécialisé, mais avec son état. Combien de temps, coupa Eloy? Quoi, combien de temps pour le transfert? 4 heures minimum, peut-être 6. Eloy regarda le moniteur qui affichait la saturation en oxygène du bébé, 82%. Ce chiffre baissait régulièrement depuis qu'il était entré dans la pièce. Il n'a pas 4 heures. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Sophie, c'est moi. J'ai besoin de l'équipe complète maintenant. Et il énuméra le matériel nécessaire avec une précision militaire. Faites-le livrer à l'hôpital Saint-Vincent dans le 12e. Oui, l'hôpital public. Je m'en fiche des protocoles, Sophie. Un enfant va mourir si ce matériel n'est pas là dans 20 minutes. Il raccrocha. Le médecin de garde le fixait avec des yeux ronds. Vous êtes en train de faire venir votre équipe privée dans un hôpital public, vous savez que c'est complètement irrégulier. Eloy croisa enfin son regard. Probablement. Mais je suis le seul chirurgien dans un rayon de 500 km qui puisse réaliser cette opération, et je refuse de regarder cet enfant mourir en attendant que la paperasse soit en ordre. Alors soit vous m'aidez, soit vous vous écartez de mon chemin. Le médecin hésita une seconde puis hocha la tête. Dans le coin de la pièce, Liora observait la scène en silence. Ses bras vides serraient le vide comme si elle tenait encore son fils. Elle regardait Eloy se transformer sous ses yeux, regardait l'homme qu'elle avait quitté devenir une force de la nature qui pliait le monde à sa volonté. 18 minutes plus tard, des camions estampillés du logo d'Arnhem Medical Technology s'arrêtaient devant l'entrée des urgences. Du personnel en tenue chirurgicale envahit l'hôpital, poussant des chariots chargés d'équipements de pointe. L'odeur du plastique médical neuf se mêla à celle de l'antiseptique. Les roulettes des chariots claquaient sur le carrelage usé, les néons grésillaient au-dessus de cette armée improvisée qui préparait un bloc opératoire de fortune. Eloy supervisait chaque détail, aboyant des ordres, vérifiant le calibrage des machines. Pas une seule fois il ne regarda dans la direction de Liora. Pas une seule fois il ne posa les questions qui lui brûlaient la gorge. Chaque fois que son regard glissait vers elle par inadvertance, la douleur revenait comme une lame chauffée à blanc, mais il ne pouvait pas se permettre de ressentir quoi que ce soit maintenant. L'enfant, concentre-toi sur l'enfant. L'enfant n'a rien demandé. Une infirmière lui tendit une liasse de formulaires. Consentement parental, autorisation d'opérer. Eloy les parcourut rapidement, griffonnant les informations nécessaires, puis son stylo s'arrêta net au milieu de la page. Une ligne, une simple ligne sur ce formulaire administratif. Nom du père. Il leva les yeux vers Liora. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue dans ce couloir, il lui parla directement, pas aux infirmières. Pas au personnel, à elle. Qui est le père? Sa voix était plate, contrôlée, mais chaque mot pesait comme du plomb. Le silence de Liora fut assourdissant. Elle ouvrit la bouche, la referma, ses mains se tordirent l'une contre l'autre, et Eloy sut avant même qu'elle ne prononce ce nom que la réponse allait le détruire. Dravon, murmura-t-elle, Dravon Kessel. Le monde se figea. Dravon Kessel, son ancien associé, son meilleur ami, l'homme qu'il avait considéré comme un frère pendant près d'une décennie. Le souvenir déferla sur lui comme une vague noire. Il y a 8 ans, dans un bureau au dernier étage d'un immeuble du quartier d'affaires, 2 hommes jeunes, ambitieux, signant les papiers qui allaient sceller leur destin. Eloy avait passé des années à développer sa technologie, des valves cardiaques bio-imprimées qui révolutionneraient la chirurgie cardiaque. Dravon avait apporté ce qui lui manquait, les contacts, les investisseurs, le sens des affaires qui transformaient les innovations brillantes en empires milliardaires. Ils avaient bâti Arnhem Medical Technologies ensemble, pierre après pierre, nuit blanche après nuit blanche. Et puis, il y a 2 ans, tout s'était effondré. Un auditeur trop consciencieux avait découvert des irrégularités dans les comptes, des brevets déposés au nom de Dravon pour des technologies qu'Eloy avait inventées. Des contrats manipulés qui auraient progressivement transféré le contrôle de l'entreprise. Une trahison méthodique, planifiée sur des années, par l'homme en qui Eloy avait une confiance absolue. La confrontation avait été brutale. Eloy avait évincé Dravon du conseil d'administration, racheté ses parts, effacé son nom de l'histoire de l'entreprise. Dravon avait quitté le bureau ce jour-là avec un sourire qui avait glacé le sang d'Eloy.
Tu me le paieras, avait-il dit, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour tu comprendras ce que ça fait de tout perdre. Et maintenant Eloy comprenait. Une nuit continuait Liora, les mots se déversant comme si un barrage avait cédé, il y a 15 mois. Tu étais en Asie pour cette série de conférences, 3 semaines d'absence, et Dravon, il était là, il m'appelait, il passait me voir, il disait qu'il s'inquiétait pour moi seul dans cet appartement vide, sa voix se brisa, j'étais tellement seule, Eloy, tellement seule depuis tellement longtemps, et cette nuit-là elle ne termina pas, elle n'en avait pas besoin. Les mains d'Eloy, ses mains qui ne tremblaient jamais même au cœur des opérations les plus délicates, se mirent à trembler, il les cacha derrière son dos. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je ne savais pas, poursuivit Liora. Les dates, c'était possible que ce soit toi, c'était possible que ce soit lui, alors j'ai fait un test, et le résultat. Elle ferma les yeux, Dravon. Le test, disait Dravon, je lui ai tout avoué, j'ai pensé que peut-être, je ne sais pas ce que j'ai pensé, qu'il assumerait, qu'il m'aiderait, un rire amé lui échappa. Il m'a regardé comme si j'étais de la boue sous ses chaussures, il a dit que c'était mon problème, que je me débrouille, que si je m'avisais de parler de cette nuit à qui que ce soit, il me détruirait. Et elle rouvrit les yeux, cherchant quelque chose sur le visage d'Eloy, de la compréhension, peut-être, ou du pardon. Elle n'y trouva qu'un masque de pierre. Alors je suis partie, dit-elle, pas à cause de Dravon, à cause de toi, je ne pouvais pas te faire ça, Eloy. Je ne pouvais pas rester là, dans notre appartement, avec l'enfant d'un autre homme grandissant en moi, et te regarder chaque jour en sachant ce que j'avais fait. Alors j'ai fui. J'ai pensé que c'était mieux pour tout le monde, que tu pourrais m'oublier, refaire ta vie. Une alarme se mit à hurler. Les yeux d'Eloy se tournèrent vers le moniteur. La saturation en oxygène de Novan venait de chuter brutalement. 78%, 75%, 71%, une infirmière fit irruption. Docteur Arnhem, on le perd, et juste comme ça tout le reste disparut. Liora Dravon, la trahison, la douleur, tout cela se transforma en bruit de fond, en parasite sur une fréquence lointaine. Il ne restait plus qu'un enfant qui suffoquait sur une table d'examen. Un enfant dont les lèvres viraient au violet. Un enfant qui allait mourir si Eloy ne l'opérait pas dans les prochaines minutes. Il se retourna et marcha vers le bloc opératoire improvisé, son équipe sur les talons. La salle de préparation était baignée d'une lumière blanche, clinique. Eloy se tint devant le lavabo chirurgical, regardant l'eau chaude couler sur ses avant-bras. Un rituel qu'il avait accompli des milliers de fois, 40 secondes de savonnage, rinçage méthodique du bout des doigts jusqu'au coude, recommencer encore et encore. Derrière lui, à travers la vitre de la salle d'observation, il pouvait sentir le regard de Liora. Elle était là, les mains pressées contre le verre, les lèvres remuant silencieusement. Une prière peut-être. Ou des excuses que personne n'entendait. Son équipe était arrivée, 6 personnes qu'il avait formées lui-même, triées sur le volet parmi les meilleurs talents du pays. L'anesthésiste vérifiait une dernière fois les dosages. L'instrumentiste disposait les outils avec la précision d'un horloger. Personne ne parlait. Personne ne posait de questions sur le contexte, sur la raison pour laquelle le grand Eloy Arnhem opérait un nourrisson à minuit dans un hôpital public délabré. Il lui faisait confiance, et cette confiance pesait sur ses épaules comme une armure. Il poussa la porte du bloc. Novan était déjà sur la table, si petit qu'il semblait perdu au milieu de ce champ de draps stérile, 6 mois. Un corps minuscule secoué de soubresauts alors que ses poumons luttaient pour aspirer un filet d'air à travers cette trachée déformée. Eloy s'approcha et posa sa main gantée sur le torse du bébé. Sous ses doigts, il sentit un cœur battre, rapide, irrégulier, mais déterminé. Ce petit être refusait de mourir. Tu n'as rien demandé de tout ça, pensa Eloy en regardant ce visage minuscule. Tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi leur histoire, tu n'as pas choisi cette maladie, mais moi je choisis de te sauver, peu importe qui est ton père, peu importe ce que ta mère m'a fait, toi tu mérites de vivre. Et équipe prête, annonça l'anesthésiste. Commençons, dit Eloy. L'incision fut précise. Des années de pratique avaient transformé ses gestes en une chorégraphie parfaite. Couche par couche, il exposait la trachée défaillante de cet enfant, se rapprochant millimètre par millimètre du segment rétréci qui l'étouffait depuis sa naissance. Et puis le sang jaillit. Hémorragie, cria quelqu'un. Aspiration, maintenant, un vaisseau aberrant. Une artère qui n'aurait pas dû se trouver là, invisible sur les échographies préopératoires, venait de céder sous le scalpel. Le sang envahit le champ opératoire, noyant tout dans une marée écarlate.
Les moniteurs s'affolèrent, les alarmes hurlèrent. Eloy ne pouvait plus voir ce qu'il faisait, mais il n'avait pas besoin de voir. Ses mains bougèrent d'elles-mêmes, guidées par des années d'expérience et un instinct aiguisé par des centaines d'opérations impossibles. Il palpa les tissus à l'aveugle, cherchant la source de l'hémorragie. Ses doigts trouvèrent le vaisseau qui pulsait de façon anarchique. Il le clampa, attendit une seconde, deux, le flot de sang ralentit, l'aspiration fit son travail. Et soudain, il pouvait voir à nouveau. Saturation remonte, annonça l'anesthésiste. 79%, 82%, on se stabilise. Eloy expira, une seule fois, puis il reprit son travail. La trachéoplastie par glissement était l'une des interventions les plus délicates de la chirurgie pédiatrique. Il fallait sectionner la trachée au-dessus et en dessous de la sténose, puis faire glisser les deux segments sains l'un sur l'autre pour créer un conduit respiratoire plus large. Chaque geste devait être d'une précision absolue, 1 millimètre d'erreur, et l'enfant passerait le reste de sa vie avec une trachéotomie. 2 millimètres, et il ne se réveillerait jamais, Eloy sutura. Millimètre par millimètre, point par point, il reconstruisait le passage respiratoire de cet enfant qui n'était peut-être même pas le sien. Autour de lui, son équipe retenait son souffle. L'instrumentiste lui tendait les outils avant même qu'il ne les demande. L'anesthésiste maintenait des paramètres vitaux qui refusaient de se stabiliser complètement. L'odeur métallique du sang se mêlait à celle de l'antiseptique. Le cialytique projetait une lumière si intense qu'elle semblait dissoudre les ombres. Derrière la vitre, Liora avait glissé sur une chaise que quelqu'un avait approchée pour elle. Une infirmière lui avait apporté un verre d'eau auquel elle n'avait pas touché. Elle fixait la silhouette d'Eloy à travers la vitre, cet homme qu'elle avait aimé, trahi, abandonné, et qui tenait maintenant la vie de son fils entre ses mains gantées de latex. Les minutes s'étirèrent en heures, 1 heure, 2, 3. 4 heures où le temps sembla s'arrêter, où le monde extérieur cessa d'exister, où il n'y avait plus que ses mains qui travaillaient et ce petit cœur qui battait. Et puis ce fut fini. Eloy termina la dernière suture, vérifia une dernière fois l'étanchéité de la reconstruction, hocha la tête vers l'anesthésiste, on retire le tube. Et le tube endotrachéal glissa hors de la gorge minuscule de Novan. Le silence tomba sur le bloc opératoire, personne ne respirait, personne ne bougeait, tout le monde attendait, 1 seconde, 2, 3, et puis un son, ténu d'abord, presque imperceptible, mais bien réel, un souffle, un vrai souffle. L'air qui passait enfin, librement sans obstruction, dans la trachée reconstruite de cet enfant de 6 mois. Les moniteurs confirmèrent ce que tout le monde avait entendu. Saturation en oxygène 92%, 95%, 98%. L'instrumentiste laissa échapper un soupir de soulagement. L'anesthésiste ferma les yeux 1 seconde, comme pour remercier une puissance supérieure. Quelqu'un murmura « Il l'a fait ». Et Eloy ne célébra pas. Il retira ses gants avec des gestes mécaniques. Ses mains tremblaient maintenant que l'adrénaline refluait. 4 heures de concentration absolue, et maintenant que c'était fini, son corps lui présentait la note. Chaque muscle de ses épaules hurlait, sa nuque était un nœud de tension. Et quelque part, au fond de lui, la douleur qu'il avait mise de côté commençait à se réveiller. Il sortit du bloc sans un mot, dans le couloir, Liora l'attendait. Elle se précipita vers lui avant même que la porte ne se soit refermée. « Mon fils, 2 mots, toute sa vie compressée dans 2 mots. Eloy la regarda, cette femme qu'il avait aimée, cette femme qu'il avait détruite. « Il va vivre, dit-il. Le sanglot qui s'échappa de la gorge de Liora sembla venir du plus profond de son être. Elle s'effondra contre lui, ses bras s'agrippant à sa blouse tachée de sueur, son visage enfoui contre son torse. Elle pleurait sans retenue, répétant le même mot comme une litanie, « Merci, merci, merci ». Il ne la repoussa pas, mais il ne la serra pas non plus. Il resta là, immobile comme une statue, les bras pendant le long de son corps, tandis qu'elle sanglotait contre lui. L'enfant de Dravon. Il venait de passer 4 heures à sauver l'enfant de l'homme qui avait juré de le détruire. L'enfant conçu avec la femme qu'il aimait, dans leur appartement, pendant qu'il était à l'autre bout du monde à donner des conférences pour son empire. Il aurait dû ressentir quelque chose, de la colère, du dégoût, de la satisfaction d'avoir accompli son devoir malgré tout, mais il ne ressentait rien, rien qu'un vide immense béant qui semblait avoir englouti tout ce qu'il était. Doucement, il se dégagea de l'étreinte de Liora, son visage était un masque. « Ton fils vivra, tu peux partir maintenant. » Eloy, elle tendit la main vers lui. Il recula d'un pas. « Je ne veux plus jamais te revoir. »
Il se détourna, commença à s'éloigner dans le couloir, ses chaussures résonnant sur le carrelage usé, mais derrière lui la voix de Liora s'éleva, brisée, tremblante, mais portant des mots qui le clouèrent sur place. Le test ADN était faux, Eloy se figea au milieu du couloir. Le monde entier sembla s'arrêter, il ne se retourna pas. Pas encore, mais ses épaules s'étaient tendues comme si on venait de lui enfoncer une lame entre les omoplates. Et dans le silence qui suivit, dans ce couloir d'hôpital baigné de lumière artificielle, ces 5 mots restèrent suspendus dans l'air comme une grenade dégoupillée. Si vous devez savoir ce que cette révélation signifie, ce qu'elle va changer pour Eloy et pour cet enfant qu'il vient de sauver, alors restez avec moi. Abonnez-vous maintenant, parce que ce qui vient ensuite va tout bouleverser. Le test ADN était faux. Eloy se retourna lentement. Chaque muscle de son corps s'était tendu, comme si les mots de Liora avaient transformé l'air du couloir en béton. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et sa voix était méconnaissable, basse, dangereuse, une voix qu'il ne se connaissait pas. Liora tremblait de tout son corps. Les mots se déversèrent d'elle en cascade, désordonnés, désespérés, comme si elle avait peur de perdre courage avant d'avoir tout dit. Dravon a manipulé les résultats. Il a payé quelqu'un au laboratoire. Je l'ai découvert il y a 2 semaines seulement. Novan, sa voix se brisa. Novan pourrait être ton fils Eloy. Le silence qui suivit fut si complet qu'on aurait pu entendre le bourdonnement des néons au-dessus de leur tête. Eloy ne bougea pas. Son cerveau analytique, celui qui lui permettait de prendre des décisions en une fraction de seconde au milieu d'une hémorragie catastrophique, tournait à plein régime. Mais pour une fois, il n'arrivait pas à ordonner les données. Les pièces du puzzle refusaient de s'assembler. Liora continua, les mots se déversant comme de l'eau à travers une digue fissurée. Après mon départ, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai contacté Dravon. Je me disais que peut-être, si l'enfant était de lui, il accepterait je ne sais pas, de m'aider. De prendre ses responsabilités. Un rire amé lui échappa. J'étais tellement naïve. Elle s'interrompit pour reprendre son souffle. Ses mains se tordaient l'une contre l'autre, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Il a exigé un test ADN avant de discuter de quoi que ce soit. J'ai accepté. Je suis allée au laboratoire qu'il m'avait indiqué. J'ai fait la prise de sang. Et quelques jours plus tard, le résultat est arrivé. 99,9% de correspondance avec Dravon Kessel. Eloy sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Une douleur sourde, comme une vieille blessure qu'on aurait rouverte. J'ai essayé de le contacter après ça, poursuivit Liora, des dizaines de fois. Je lui ai envoyé des messages, des mails, je l'ai appelé. Je voulais qu'on parle de l'avenir de cet enfant, de ce qu'on allait faire. Sa voix devint plus dure, plus amère. Il m'a traité de traînée. Il a dit que j'essayais de l'extorquer, que si je m'avisais de révéler quoi que ce soit à qui que ce soit, il me détruirait. Alors j'ai abandonné. J'ai élevé Novan seul, 7 mois. 7 mois à me battre pour survivre, à enchaîner les petits boulots, à vivre dans des appartements insalubres pendant que mon fils luttait pour respirer. Elle s'arrêta, prit une inspiration tremblante. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai reçu une enveloppe, pas de nom d'expéditeur, juste mon adresse écrite à la main. Et Eloy parla pour la première fois depuis qu'elle avait commencé son explication. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Sa voix était plate, contrôlée. Mais Liora pouvait voir la tempête qui faisait rage derrière ses yeux, des documents, des captures d'écran d'échange de mails entre Dravon et un technicien du laboratoire, un reçu de virement bancaire. 50 000 €, transférés 3 jours avant que je reçoive mes résultats. Et, elle ferma les yeux, et un autre test ADN, le vrai apparemment, celui qu'on m'a jamais envoyé. Il était marqué « Inconclusif, nécessite un échantillon paternel de référence pour comparaison ». Le cerveau d'Eloy s'arrêta net, inconclusif, pas Dravon, pas lui, inconclusif. Ce qui signifiait que pendant 7 mois, Liora avait vécu dans le mensonge, un mensonge fabriqué de toutes pièces par l'homme qui avait juré de détruire Eloy. Son regard était fixé sur un point au-dessus de l'épaule de Liora. Il ne pouvait pas la regarder, pas encore. S'il croisait ses yeux maintenant, il ne savait pas ce qu'il ferait. Hurler, pleurer, s'effondrer. Pourquoi? Le mot sortit de sa bouche comme un gravier qu'on aurait arraché de sa gorge. Quoi? Pourquoi Dravon falsifierait-il un test pour prouver qu'il est le père? Et Eloy secoua lentement la tête. Ça n'a aucun sens. S'il voulait se débarrasser de toi, il lui suffisait de laisser le vrai résultat arriver, inconclusif. Il aurait pu prétendre que l'enfant n'était pas de lui et disparaître.
Pourquoi s'attribuer une paternité qu'il ne voulait manifestement pas assumer? Liora secoua la tête, les yeux brillants de larmes. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais les preuves sont là, Eloy, je les ai vues, les mails, le virement, quelqu'un a payé pour que ce test soit falsifié. Et la seule personne qui avait quelque chose à y gagner, c'est Dravon. Eloy resta silencieux. Dans les profondeurs de son esprit, une possibilité commençait à prendre forme, une possibilité qui lui glaça le sang. Dravon ne faisait jamais rien sans raison. Chaque action, chaque parole, chaque décision était calculée avec une précision chirurgicale. S'il avait manipulé ce test, ce n'était pas par cruauté gratuite, c'était parce qu'il y voyait un avantage, un levier. Et si Novan était réellement le fils d'Eloy? Un téléphone sonna quelque part dans le couloir, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Une infirmière passa en coup de vent, s'arrêta en reconnaissant Eloy. Docteur Arnhem, le petit Novan s'est réveillé. Sa mère, elle regarda Liora hésitante. Sa mère devrait venir, il la réclame. Liora se tourna vers Eloy, cherchant une permission qu'il n'avait pas le droit de lui refuser. Va, dit-il simplement. Elle partit presque en courant vers la chambre de soins intensifs. Eloy la suivit, plus lentement, comme un homme qui marche vers son propre procès. La chambre était baignée d'une lumière douce tamisée. Novan était minuscule dans le lit d'hôpital, sa petite forme presque perdue au milieu des tubes et des fils qui le reliaient au moniteur. Mais il respirait, régulièrement, librement. Chaque inspiration, chaque expiration était un miracle qu'Eloy avait accompli de ses propres mains quelques heures plus tôt. Liora se pencha sur le lit, murmurant des mots tendres que Eloy n'entendait pas. Novan émit un petit son, quelque chose entre le gazouillis et le gémissement, et ses yeux s'ouvrirent. Et pour la première fois, Eloy se permit de vraiment regarder cet enfant. Les yeux de Novan étaient d'un bleu profond, un bleu qui n'avait rien à voir avec les yeux noisettes de Dravon, un bleu qui était exactement, précisément, la même nuance que ceux d'Eloy. Quelque chose se serra dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'espoir. Il quitta la chambre sans un mot, il avait besoin d'air, il avait besoin de réfléchir, il avait besoin de mettre de l'ordre dans le chaos qui régnait dans son esprit. La cour intérieure de l'hôpital était déserte à cette heure. Le ciel nocturne était d'un noir d'encre, sans étoiles, comme si l'univers lui-même avait décidé de se cacher. L'air froid mordit les joues d'Eloy, s'infiltra sous le col de sa blouse. Au loin, le hurlement d'une ambulance déchira le silence. Il sortit son téléphone, hésita une seconde, puis composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis 2 ans. La sonnerie retentit 3 fois avant qu'une voix ensommeillée ne réponde. « Allô, Théo, c'est moi ». Un silence, puis la voix de Théo Marchand se fit plus alerte, plus professionnelle. « Eloy, il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe, Théo Marchand ?» Ancien détective privé reconverti en responsable de la sécurité chez Arnhem Medical Technology. L'homme qui avait passé des mois à éplucher les comptes de Dravon, à suivre ses mouvements, à assembler les preuves de sa trahison. L'homme en qui Eloy avait une confiance absolue. « J'ai besoin que tu retrouves quelqu'un. » Qui, Dravon Kessel. Le silence qui suivit était chargé de tension. « Dravon, tu es sûr de vouloir rouvrir ce dossier? Il a falsifié un test ADN, Théo. Il a manipulé les résultats pour faire croire qu'il était le père d'un enfant qui… » Eloy s'interrompit, prit une inspiration, « d'un enfant qui pourrait être le mien ?» Il expliqua la situation en termes cliniques, le bébé, l'opération, Liora, les documents anonymes, le vrai test marqué inconclusif. Quand il eut terminé, Théo émit un sifflement bas. « Dravon Kessel, ce type est un serpent. S'il a fait ça, c'est qu'il avait un plan, et je déteste ses plans. Je veux tout savoir, dit Eloy, où il est, ce qu'il fait, avec qui il travaille, pourquoi il a falsifié ce test, je veux le dossier complet, je m'y mets cette nuit, je te rappelle dès que j'ai quelque chose. » Eloy raccrocha, il resta là debout dans la cour silencieuse, le téléphone encore dans la main. L'odeur de la pluie sur l'asphalte montait du sol, se mêlant au rôle d'antiseptique qui imprégnait ses vêtements. Les lampadaires projetaient des halos oranges dans l'obscurité. Un souvenir lui revint, violent, douloureux. 4 ans et demi plus tôt, un gala de charité pour la recherche cardiaque. Des centaines de personnes en tenue de soirée, des coupes de champagne, des conversations feutrées sur des donations et des partenariats. Eloy détestait ces événements. Il ne venait que parce que son entreprise en était le principal sponsor. Et puis il l'avait vue. Elle se tenait dans un coin de la salle, à demi cachée derrière un pilier, l'œil collé à un appareil photo professionnel.
Elle capturait des moments que personne d'autre ne voyait, le serveur qui renversait discrètement du champagne, le couple qui se disputait derrière un sourire figé, le vieil homme seul qui regardait la foule avec une mélancolie infinie. Il s'était approché sans vraiment savoir pourquoi. « Vous cherchez quoi, exactement ?» Elle avait baissé son appareil et l'avait regardé. Ses yeux qui l'avaient hanté pendant 7 mois, pétillaient d'une intelligence vive. La vérité derrière les masques, il était tombé amoureux cette nuit-là, pas du coup de foudre romantique des films, non, quelque chose de plus lent, de plus profond, une reconnaissance, comme s'il avait enfin trouvé quelqu'un qui voyait le monde de la même façon que lui, et maintenant. Maintenant, il se tenait dans la cour d'un hôpital public au milieu de la nuit, essayant de comprendre comment tout avait pu s'effondrer si vite. Il secoua la tête pour chasser le souvenir et rentra dans le bâtiment. En passant devant la chambre de 9 ans, il s'arrêta. La porte était entr'ouverte. De l'intérieur lui parvenait une voix douce, un peu fausse, qui chantait une mélodie qu'il ne reconnaissait pas. Liora, elle chantait une berceuse à son fils. Une berceuse maladroite, improvisée, comme si elle inventait les mots au fur et à mesure. Eloy s'appuya contre le mur du couloir. Il ferma les yeux et écouta. Et malgré lui, malgré la trahison et la douleur et les 7 mois de silence, quelque chose se fissura dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Le lendemain matin arriva sans qu'Eloy ait fermé l'œil. Il était assis dans le petit bureau qu'on lui avait prêté à l'hôpital, une pièce spartiate avec une table métallique, 2 chaises inconfortables et une fenêtre qui donnait sur un mur de briques, quand son téléphone sonna. « J'ai trouvé quelque chose, et tu ne vas pas aimer. » La voix de Théo était tendue, Eloy se redressa sur sa chaise. « Je t'écoute. Dravon Kessel a un problème. » Un gros problème. Il y a 18 mois environ, il a contracté une dette massive auprès d'investisseurs. Disons qu'il ne figure pas dans les annuaires officiels, le genre de personne qu'on ne fait pas attendre. Combien, difficile à dire exactement, mais on parle de plusieurs millions. Il a essayé de monter des arnaques immobilières pour rembourser, mais ça a foiré. Ces gens-là commencent à s'impatienter. Et le rapport avec le test ADN, j'y viens. Théo marqua une pause. Eloy pouvait l'imaginer penché sur son bureau jonché de documents, connectant les fils d'une toile qu'il était le seul à voir clairement. Tu te souviens de la clause 47B dans les statuts d'Arnhem Medical Technology? Et Eloy fronça les sourcils. La clause de succession. Exactement, celle que tu as insisté pour inclure toi-même, par souci d'équité, quand tu as racheté les parts de Dravon. Je cite, « En cas de décès du fondateur principal sans héritier direct, les parts majoritaires reviennent à l'associé historique survivant ou à ses descendants légitimes. » Le sang d'Eloy se glaça dans ses veines. « Eloy, tu n'as pas d'héritier. Pas d'enfant, pas de famille proche depuis la mort de tes parents. Juridiquement, si tu mourais demain, Dravon pourrait réclamer le contrôle de l'entreprise. Mais si Dravon avait un enfant, compléta Eloy d'une voix blanche, un enfant qui pourrait être présenté comme étant aussi le mien. Exactement. S'il prouve qu'il est le père de ton potentiel héritier, il peut réclamer des droits sur ta succession. C'est tordu mais juridiquement, c'est possible. Eloy ferma les yeux. Un rire sans joie lui échappa, un son rauque amé qui racla sa gorge. Dravon, toujours un coup d'avance. Même dans sa chute, même acculé par des créanciers dangereux, il continuait à tisser ses toiles. À manipuler, à utiliser les autres comme des pions sur son échiquier personnel. Sauf que cette fois, il avait commis une erreur. Il avait falsifié le test trop tôt, avant de savoir ce qu'Eloy allait faire, avant de savoir que Liora réapparaîtrait dans sa vie avec un enfant mourant, avant de savoir que des documents anonymes exposeraient sa manipulation. Mais une question brûlait dans l'esprit d'Eloy, plus urgente que toutes les autres. Et si le vrai test révélait qu'il était le père, là, maintenant, je dois vous poser une question. Est-ce que vous aviez vu venir ce retournement? Est-ce que vous aviez deviné ce que Dravon préparait vraiment? Laissez votre prédiction dans les commentaires, parce que ce qui se passe ensuite. Personne ne l'avait anticipé, pas même Eloy. Il retrouva Liora dans la chambre de 9 ans 1 heure plus tard. L'enfant dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une régularité qui, quelques heures plus tôt, aurait été impossible. Liora leva les yeux quand il entra. Elle avait l'air épuisée, les cernes sous ses yeux s'étaient creusées, sa peau avait pris une teinte grisâtre mais quelque chose dans son regard avait changé. Une lueur d'espoir peut-être, ou de terreur. Eloy s'assit sur la chaise à côté du lit. Il parla à voix basse pour ne pas réveiller Novan.
J'ai découvert pourquoi Dravon a falsifié le test, il lui expliqua tout. La dette auprès des investisseurs douteux, la clause de succession, le plan tordu pour s'approprier l'empire d'Arnhem Medical en utilisant un enfant comme monnaie d'échange. À mesure qu'il parlait, le visage de Liora se décomposait. « Je ne savais pas, murmura-t-elle quand il eut terminé, sa voix tremblait. « Je te jure, Eloy, je ne savais pas, je pensais. Je croyais vraiment que le test était authentique, que Novan était son fils, que j'avais détruit notre vie pour rien. Je te crois ?» Ces 3 mots sortirent de la bouche d'Eloy avant qu'il n'ait le temps de les retenir, et au moment où il les prononça, il sut qu'ils étaient vrais. Liora avait commis des erreurs, elle l'avait trahi, elle l'avait abandonné. Mais elle n'était pas complice de Dravon, elle était une victime de plus dans le jeu cruel qu'il jouait depuis des années. Liora laissa échapper un sanglot, ses épaules se mirent à trembler. « Maintenant, continua Eloy, on va faire un vrai test ADN, dans mon propre laboratoire, avec mes propres techniciens, des gens en qui j'ai une confiance absolue, et on va savoir la vérité. » Une fois pour toutes, Liora hocha la tête, elle tendit la main vers lui, hésita, la retira. « Eloy, il attendit, je sais que tu me hais, je sais que tu as toutes les raisons du monde de me haïr, mais il y a quelque chose que je veux que tu comprennes, pas pour me justifier, juste pour que tu saches. » Elle prit une inspiration tremblante, « Ces 4 années avec toi. Au début c'était comme vivre dans un rêve, tu étais brillant, passionné, généreux, quand tu me regardais j'avais l'impression d'être la seule personne au monde. » Elle ferma les yeux, et puis, petit à petit tu as commencé à disparaître, pas physiquement enfin si aussi physiquement, les voyages qui se multipliaient, les conférences qui ne pouvaient pas attendre. Les opérations que tu étais le seul à pouvoir réaliser. Mais même quand tu étais là, tu n'étais pas vraiment là. Tu rentrais à 3 heures du matin, tu t'effondrais dans le lit, et le lendemain tu repartais avant que je me réveille. On n'a pas eu une vraie conversation pendant des mois, Eloy. Elle rouvrit les yeux, ils brillaient de larmes contenues. Tu m'aimais. Je sais que tu m'aimais, mais tu n'étais jamais là. J'étais avec toi et j'étais seule, chaque jour, chaque nuit. J'ai essayé de t'en parler, tu te souviens, les week-ends qu'on devait passer ensemble et que tu annulais au dernier moment? Les vacances qu'on n'a jamais prises, les promesses que tu faisais et que tu ne tenais jamais. » Eloy ne répondit pas, parce qu'il n'y avait rien à répondre. Elle avait raison, sur chaque point, elle avait raison. Il revoyait ces années maintenant, avec une clarté cruelle. Les conférences qu'il ne pouvait pas manquer mais qu'il aurait pu déléguer, les opérations qu'il ne pouvait pas refuser mais qu'un autre chirurgien aurait pu réaliser, les deals qu'il ne pouvait pas remettre mais qui auraient attendu un jour de plus. Il était en train de bâtir un empire qui devait soigner des milliers de personnes, révolutionner la médecine, laisser une trace dans l'histoire. Il ne s'était pas rendu compte qu'en construisant cet empire, il détruisait la seule personne qui comptait vraiment. « Je n'essaie pas de me justifier, continua Liora. Ce que j'ai fait cette nuit-là avec Dravon, c'était mal. C'était lâche, c'était inexcusable, mais cette nuit-là, j'étais tellement seule que j'ai cru que j'allais mourir, littéralement. J'étais assise dans notre appartement vide dans le noir, et je me demandais si quelqu'un remarquerait si je disparaissais. Et Dravon était là, il m'a appelé, il est passé me voir. Il m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, que j'étais importante, que j'existais, que quelqu'un me voyait. » Elle se tut. Dans le silence qui suivit, on n'entendait que la respiration régulière de Novan et le bourdonnement lointain des machines. La lumière de la chambre d'hôpital était douce, presque tendre. L'odeur de linge propre se mêlait à celle, plus âcre, des antiseptiques. Entre eux, le poids de 4 années d'amour et de 7 mois de silence flottait comme un fantôme. Le téléphone d'Eloy vibra dans sa poche. Il le sortit machinalement, jeta un œil à l'écran. Numéro inconnu. Quelque chose se noua dans son estomac. Il décrocha. « Eloy, mon vieil ami. » Cette voix, ce ton doucereux onctueux, qui cachait toujours une lame prête à frapper. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 2 ans, depuis le jour où il avait fait escorter Dravon hors du siège d'Arnhem Medical par la sécurité. « Dravon Kessel, je sais ce que tu as fait cette nuit, sauver le petit Novan. » Un rire léger, presque admiratif, très noble de ta part, vraiment, le grand chirurgien qui sauve l'enfant de son ennemi. Les médias vont adorer cette histoire. Mais je pense qu'on devrait parler, toi et moi, de père à, et bien de père à père. Eloy se leva et quitta la chambre. Dans le couloir, sa voix resta calme, contrôlée, mais chaque mot était tranchant comme un scalpel. « Qu'est-ce que tu veux, Dravon, ce qui m'appartient ?» La voix de Dravon avait perdu sa légèreté. Elle était devenue dure, métallique. « Tu m'as pris mon entreprise.
Ma réputation, ma vie, il est temps de rééquilibrer les choses. Tu as essayé de me voler, tu as manipulé des contrats, tu as détourné des brevets, tu as eu ce que tu méritais. Ce que je méritais, un rire ramé. J'ai passé 10 ans à construire cette entreprise avec toi, 10 ans à négocier avec des investisseurs pendant que tu jouais au chirurgien héroïque. 10 ans à faire le sale boulot pendant que tu récoltais la gloire. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Un procès, une humiliation publique, mon nom traîné dans la boue. Eloy serra les dents. Tu as fait ton lit, Dravon, maintenant couche-toi dedans. Oh, mais je ne compte pas rester couché longtemps. Dravon marqua une pause dramatique. Eloy pouvait presque le voir, où qu'il soit, savourant ce moment. J'ai des documents, Eloy, des photos, des enregistrements, des preuves de ma liaison avec ta chère Liora, et je suis prêt à les rendre publiques, à traîner ton nom dans la boue, à détruire l'image du chirurgien milliardaire philanthrope que tu as mis des années à construire. Eloy ne répondit pas, son esprit calculait. Analysait, cherchait la faille. Imagine les gros titres, savoura Dravon, le grand Eloy Zarnem, cocu par son meilleur ami, obligé d'élever l'enfant de son ennemi. Les gens adorent ce genre d'histoire. Les tabloïds paieraient une fortune pour ça, et tes investisseurs, tes partenaires, tes patients. Comment réagiront-ils, tu crois, quand ils découvriront que le grand homme qu'ils admirent n'est qu'un pauvre type incapable de garder sa femme? Qu'est-ce que tu veux? Répéta Eloy d'une voix glaciale. 50% des parts d'Arnhem médical, et la garde partagée de 9 ans. Un sourire s'entendait dans sa voix. Je suis son père après tout, légalement du moins. Le test ADN le prouve, le test que tu as falsifié. Un silence, je ne vois pas de quoi tu parles, je crois que si. Nouveau silence, plus long cette fois. Tu as jusqu'à demain soir, finit par dire Dravon. Après ça, je vais voir la presse. Et les avocats, réfléchis bien, mon ami. La ligne se coupa. Eloy resta immobile dans le couloir, le téléphone encore collé à l'oreille. Son cœur battait la chamade, mais son esprit était étrangement calme. Il avait un plan. Les preuves que Théo avait découvertes, la falsification du test ADN, les virements bancaires, les échanges de mails suffiraient à détruire Dravon devant n'importe quel tribunal. Il suffisait de jouer ses cartes correctement, de ne pas se précipiter, Il retourna vers la chambre de Novan. Poussa la porte, et son sang se figea dans ses veines. La chambre était vide. Le lit de Novan était défait, les draps rejetés en désordre. Les moniteurs émettaient des bips d'alarme stridents, leurs fils déconnectés pendant dans le vide. La chaise où Liora était assise quelques minutes plus tôt gisait renversée sur le sol. Ils avaient disparu. Le monde sembla basculer. Eloy agrippa le chambranle de la porte pour ne pas tomber. Sécurité, son cri résonna dans le couloir. En quelques secondes, le personnel de l'hôpital convergea vers lui. Il aboya des ordres, bloquer les sorties, vérifier les caméras, alerter la police, avec une efficacité glaciale qui masquait la terreur qui lui broyait les entrailles. Une infirmière accourut, le visage livide. Dr Arnhem, une femme correspondant à la description de Madame Melvan, a quitté l'hôpital il y a environ 10 minutes. Par l'entrée des livraisons, elle portait un nourrisson et, elle hésita. Elle était accompagnée d'un homme, grands cheveux bruns, costume sombre. L'homme, Eloy n'avait pas besoin de demander de qui il s'agissait, il sortit en courant. La pluie s'était mise à tomber, une pluie glaciale qui lui fouettait le visage et s'infiltrait sous ses vêtements. Le parking de l'hôpital était désert, les lampadaires projetant des flaques de lumière orange sur l'asphalte luisant. Il sortit son téléphone, composa le numéro de Liora, messagerie directe. Liora, c'est moi, rappelle-moi, s'il te plaît, dis-moi où tu es. Dis-moi que vous allez bien. Il raccrocha, vérifia ses messages, un seul, envoyé il y a 5 minutes, de Liora. Il m'a retrouvé. Il a dit que si je ne partais pas avec lui, il ferait du mal à Novan. Je suis désolé, je n'avais pas le choix, pardonne-moi, ne nous cherche pas. Ses genoux fléchirent. Il s'appuya contre une voiture garée là, sentant le métal froid et mouillé sous ses paumes. La pluie coulait sur son visage, se mêlant à quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et de salé qu'il refusait de nommer. Novan, l'enfant qu'il avait passé 4 heures à sauver, l'enfant dont les yeux bleus ressemblaient tant aux siens, l'enfant qui pourrait être son fils, enlevé, par l'homme qui avait déjà essayé de le détruire une fois. Il avait perdu Liora 2 fois. La première, quand elle l'avait quitté sans un mot. La deuxième, quand elle était revenue avec un enfant et un secret qui avait failli les anéantir tous les deux. Il ne la perdrait pas une 3e fois. La pluie glacée ruisselait sur sa nuque, s'infiltrant dans le col de sa chemise. Le goût du sel se mêlait à celui de la pluie sur ses lèvres. Au loin, des klaxons retentissaient, indifférents à son désespoir.
L'odeur d'essence et de bitume mouillé emplissait ses narines, ses mains tremblaient de rage autant que de froid. Il releva la tête, essuya son visage d'un geste brusque, puis il sortit son téléphone et composa un autre numéro. Théo, active le protocole d'urgence. Sa voix était redevenue calme, mortellement calme. Je veux tous nos contacts, police, sécurité privée, satellite si nécessaire, je veux savoir où Dravon a emmené Liora et l'enfant, et je le veux dans les 2 prochaines heures. Une pause, et prépare le dossier complet sur ses activités illégales. Tout ce qu'on a, ses dettes, ses arnaques, ses falsifications, on va le détruire, Théo, légalement, publiquement, définitivement, compris. Je te rappelle dès que j'ai quelque chose. Eloy raccrocha, resta un instant immobile sous la pluie battante, puis il monta dans sa voiture, le moteur rugit, les essuie-glaces se mirent à battre frénétiquement contre le pare-brise. Il n'avait plus de famille, ses parents étaient morts, il n'avait ni frère ni sœur. Pendant des années, son travail avait été sa seule raison de vivre. Mais il venait peut-être de découvrir qu'il avait un fils, et personne ne lui prendrait ça. Alors qu'il démarrait, son téléphone s'illumina, un appel entrant, numéro inconnu. Il décrocha, d'abord il n'entendit rien, puis un son qui lui déchira le cœur, les pleurs d'un bébé, les pleurs de Novan, et ensuite la voix de Dravon, moqueuse, triomphante. Il a de beaux poumons, ton fils, enfin, mon fils, à moins que tu ne veuilles prouver le contraire. Un rire. Je t'attends, Eloy, tu sais où me trouver? La ligne se coupa. Si vous avez besoin de savoir où Dravon les a emmenés et ce qu'Eloy va faire pour les retrouver, alors restez avec moi. Abonnez-vous maintenant, parce que le chapitre final de cette histoire. C'est là que tout se joue. Tu sais où me trouver? Oui, il le savait. Ces mots résonnaient encore dans sa tête alors qu'il fonçait à travers les rues désertes, la pluie martelant le pare-brise de sa voiture, l'ancien entrepôt du port industriel. Le bâtiment délabré où Dravon et lui avaient installé leur premier prototype, il y a 8 ans. 2 hommes jeunes, brillants, convaincus qu'ils allaient changer le monde. Ils avaient passé des nuits entières dans cet entrepôt, penchés sur des schémas, testant des composants, rêvant d'un empire. Le lieu où tout avait commencé, le lieu où tout allait finir. Son téléphone sonna. « Théo, j'ai contacté la police », annonça Théo sans préambule. « Mais ils ne peuvent pas intervenir comme ça. Pas de preuve formelle de séquestration, pas de mandat, pas de... Je me fiche des protocoles, coupa Eloy. Combien de temps avant qu'il bouge? 2 heures minimum, peut-être plus. La bureaucratie, tu connais. 2 heures. Novan pouvait mourir 10 fois en 2 heures. Continue à leur mettre la pression, et envoie-moi la localisation exacte de l'entrepôt. Eloy. La voix de Théo était tendue. Tu ne vas quand même pas y aller seul, ce type a des hommes avec lui, des gens dangereux, tu n'es pas... Je suis chirurgien, Théo, je sauve des vies avec mes mains. Cette nuit, je vais utiliser ces mêmes mains pour reprendre ce qu'on m'a volé. Il raccrocha avant que Théo puisse protester davantage. Son téléphone sonna à nouveau, son avocat cette fois. Maître Durand, préparez une conférence de presse pour demain matin. Tous les documents sur les malversations de Dravon Kessel seront rendus publics. Le faux test ADN, ses dettes auprès d'investisseurs criminels, sa tentative de chantage, tout. Monsieur Arnhem, êtes-vous certain que, quoi qu'il arrive cette nuit, Dravon sera fini? Assurez-vous que le monde entier le sache demain matin. Et il raccrocha à nouveau. Les essuie-glaces battaient frénétiquement contre le pare-brise, luttant contre des trombes d'eau qui semblaient vouloir noyer la ville entière. Les lampadaires défilaient de chaque côté de la route, leurs halos orange se reflétant sur l'asphalte mouillé. L'odeur du cuir des sièges se mêlait à celle, plus âcre, de sa propre sueur. Ses mains étaient crispées sur le volant, les jointures blanches. Sa mâchoire était si serrée qu'il sentait ses dents grincer. Un souvenir lui revint, violent, douloureux. Quelques jours avant le départ de Liora, ils étaient dans leur appartement, ce penthouse lumineux qu'il avait acheté pour eux mais où ils passaient si peu de temps. Elle était assise sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine. Il était debout près de la fenêtre, son téléphone à la main, vérifiant ses emails pour la 10e fois de l'heure. Eloy, il avait levé les yeux. Oui, j'ai pensé à quelque chose. Une semaine de vacances, juste toi et moi, on pourrait aller en Grèce. Tu te souviens, tu m'avais parlé de cette île où tu allais enfant avec tes parents, on pourrait. D'accord, avait-il répondu distraitement, les yeux déjà revenus sur son écran. Bonne idée, on organisera ça. Et il l'avait fait. Il avait réservé les billets, l'hôtel, tout. Liora avait été si heureuse. Il se souvenait de son sourire ce soir-là, de la façon dont elle l'avait serré dans ses bras, puis 3 jours avant le départ, l'appel de Changuet,
un problème à l'usine, une urgence qui ne pouvait pas attendre, il avait annulé les vacances, encore. Le regard de Liora ce soir-là, il s'en souvenait maintenant avec une clarté terrifiante, ce n'était pas de la colère qu'il avait vue dans ses yeux. Quelque chose de pire, de la résignation, l'acceptation silencieuse de quelqu'un qui a finalement compris que les choses ne changeraient jamais. Il n'avait pas compris à l'époque, il s'était dit qu'elle exagérait, qu'elle ne voyait pas l'importance de son travail, qu'elle finirait par comprendre. Maintenant il comprenait, il l'avait perdue bien avant qu'elle ne parte. L'entrepôt se dressa soudain devant lui, masse sombre et menaçante contre le ciel nocturne. La pluie avait un peu faibli, mais des gouttes continuaient de tomber, créant des auréoles sur les flaques qui parsemaient le parking abandonné. Des lumières filtrent par les fenêtres sales du bâtiment, projetant des rectangles jaunâtres sur le béton craquelé. Eloy coupa le moteur. Resta un instant immobile, les mains toujours sur le volant. Il n'était pas armé, il n'était pas entraîné au combat. Il avait passé sa vie dans des salles d'opération stériles, pas dans des entrepôts abandonnés face à des criminels. Tout ce qu'il avait, c'était son intelligence, sa détermination, et ses mains qui avaient sauvé des centaines de vies. Cette nuit, il allait découvrir si c'était suffisant. Il sortit de la voiture. La pluie glacée s'infiltra immédiatement sous le col de sa veste. Il marcha vers l'entrée de l'entrepôt, ses chaussures claquant sur le béton mouillé. L'intérieur était exactement comme dans ses souvenirs, et en même temps complètement différent. Les mêmes murs de béton fissurés, le même plafond vertigineux soutenu par des poutres métalliques rouillées, la même odeur de rouille et d'huile de moteur qui imprégnait chaque surface. Mais là où se trouvait autrefois leur prototype, ces premières valves cardiaques bio-imprimées qui allaient révolutionner la médecine, il y avait maintenant des piles de caisses en bois, des palettes de marchandises recouvertes de bâches, du matériel de contrebande probablement. Dravon était tombé bien bas, des voix au fond du bâtiment. Eloy avança prudemment, utilisant les ombres projetées par les piles de caisses pour se dissimuler. Son cœur battait si fort qu'il était certain qu'on pouvait l'entendre à des mètres à la ronde. Et puis il les vit. Liora était assise sur une chaise en métal, au centre d'un espace dégagé éclairé par une unique ampoule nue qui se balançait doucement. Elle serrait Novan contre sa poitrine, le protégeant de son corps comme une lionne protège son petit. Son visage était tuméfié, un bleu violacé s'étalait sur sa pommette gauche, et sa lèvre inférieure était fendue. Mais ses yeux étaient alertes, déterminés. Elle n'avait pas abandonné. Dravon se tenait devant eux, téléphone à la main, un sourire satisfait aux lèvres. Il portait un costume sombre parfaitement coupé, comme s'il se rendait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une prise d'otage. 3 hommes l'entouraient, des colosses au regard vide, aux épaules larges, au cou épais. Le genre d'homme qu'on engage quand on a des dettes auprès de gens dangereux. « Ah, te voilà enfin !» La voix de Dravon résonna dans l'entrepôt alors qu'Eloy sortait de l'ombre. Pas de surprise dans son ton, juste une satisfaction mielleuse. Toujours aussi prévisible, le grand Eloy Arnhem, le chevalier blanc qui vient sauver la demoiselle en détresse. Il secoua la tête avec un rire léger, pathétique vraiment. Eloy s'arrêta à quelques mètres de lui, son regard ne quittait pas Novan. Le bébé était éveillé, ses grands yeux bleus, ses yeux qui ressemblaient tant aux siens, fixés sur ce nouvel arrivant avec une curiosité innocente. « Laisse-les partir, dit Eloy d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme. C'est moi que tu veux, eux n'ont rien à voir avec ça. Oh, mais c'est là que tu te trompes. Dravon fit quelques pas, ses chaussures cirées claquant sur le béton. Ils ont tout à voir avec ça. Elle et il pointa Liora du doigt est la preuve vivante de ta faiblesse. Et lui, il désigna Novan est la clé de ton empire. Eloy secoua la tête. Mon empire, tu crois vraiment que c'est ce qui compte pour moi? Bien sûr que c'est ce qui compte pour toi. La voix de Dravon était montée d'un cran, perdant son vernis de sophistication. C'est tout ce qui a jamais compté pour toi. Tu as sacrifié ton amitié, ta relation, ta vie entière sur l'autel de cette putain d'entreprise. Et maintenant tu voudrais me faire croire que tu t'en fiches? Eloy et Dravon se faisaient face. 2 hommes qui avaient construit un empire ensemble. 2 hommes qui avaient partagé des rêves, des nuits blanches, des victoires et des échecs. 2 hommes que l'ambition et la trahison avaient transformés en ennemis mortels. Et entre eux, une femme et un enfant dont le destin allait se jouer dans les prochaines minutes. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, parce que ce qui se passe ensuite va vous couper le souffle. Eloy prit une décision. Il baissa les mains, les écartant légèrement de son corps. Un geste de non-menace, un geste de reddition apparente.
Tu as raison, dit-il. Pardon, Dravon cligna des yeux déstabilisés. Tu as raison, je t'ai maltraité. Pendant toutes ces années, je ne voyais que mon travail, mes recherches, mes patients. Je n'ai pas vu ce que tu apportais. Ton travail avec les investisseurs, les partenariats que tu négociais, les portes que tu ouvrais. Je prenais tout ça pour acquis. Je te prenais pour acquis. Le silence qui suivit fut pesant. Les trois colosses échangèrent des regards incertains. Liora fixait Eloy avec des yeux écarquillés, ne comprenant pas où il voulait en venir. Dravon, lui, semblait avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Son sourire satisfait avait disparu, remplacé par une expression confuse, presque vulnérable. « Qu'est-ce que tu essaies de faire » balbutia-t-il. « Je dis la vérité. » Eloy fit un pas en avant. « Je n'ai jamais été un bon ami pour toi. J'étais tellement obsédé par mon travail que je ne voyais personne autour de moi. Pas toi, pas Liora, personne, un autre pas. Mais ce que tu fais maintenant, prendre une femme et un enfant en otage, les menacer, les utiliser comme monnaie d'échange, ce n'est pas de la justice, Dravon, c'est de la folie, et au fond de toi, tu le sais. » Dravon recula d'un pas, comme si les mots d'Eloy l'avaient physiquement repoussé. Son visage se crispa. « C'est ce que tu m'as fait, explosa-t-il. Tu m'as tout pris, ma dignité. Mon avenir, tu sais ce que ça fait de voir quelqu'un qui t'a détruit continuer à vivre sa petite vie parfaite pendant que tu te noies. Ma vie n'est pas parfaite, Dravon. » Eloy s'arrêta. Ils n'étaient plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre maintenant. « Regarde-moi, vraiment, j'ai perdu mes parents il y a 10 ans, un accident de voiture, un conducteur ivre. Ils sont morts sur le coup. Je n'ai même pas pu leur dire au revoir. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai perdu la femme que j'aimais parce que j'étais trop aveugle pour voir qu'elle souffrait. Je passe mes nuits dans des hôpitaux, penché sur des tables d'opération, à essayer de réparer les cœurs des autres, parce que je n'arrive pas à réparer le mien. » Une fissure. Eloy la vit apparaître dans l'armure de Dravon. Une hésitation dans son regard, un tremblement dans sa main, mais elle se referma presque aussitôt. Belle parole. La voix de Dravon était redevenue dure. « Mais je ne suis pas venu pour une séance de thérapie, je suis venu pour ce qui me revient. » Il fit un signe à l'un de ses hommes. Le colosse s'approcha de Liora, la saisit par le bras, la força à se lever. Elle serra Novan plus fort contre elle, étouffant un cri de douleur, et Novan se mit à pleurer. Ce cri aigu perçant d'un bébé terrorisé, ce petit être qui avait déjà failli mourir une fois, qui avait survécu grâce à 4 heures de chirurgie, et qui pleurait maintenant de peur dans les bras de sa mère. Quelque chose se brisa en Eloy, il ne réfléchit plus. Son corps bougea avant que son cerveau n'ait le temps de formuler une pensée cohérente. En 3 enjambées, il fut sur l'homme qui tenait Liora. Pas comme un combattant, il n'avait jamais appris à se battre, mais comme un chirurgien qui connaît l'anatomie humaine mieux que quiconque. Son poing frappa la gorge de l'homme, précisément au point où le nerf vague croise la carotide. Un coup qui n'aurait pas fait broncher un amateur, mais placé avec la précision d'un scalpel, il coupa instantanément l'afflux sanguin au cerveau. L'homme s'effondra, suffocant, les mains agrippées à sa gorge. Les 2 autres se ruèrent vers Eloy, et c'est alors que les sirènes éclatèrent à l'extérieur. Des gyrophares bleus percèrent les fenêtres sales de l'entrepôt, projetant des éclairs de lumière sur les murs de béton. Des portières claquèrent, des voix crièrent des ordres. Théo avait appelé la police, et la bureaucratie apparemment pouvait aller plus vite quand on savait à quelle porte frapper. Le chaos s'empara de l'entrepôt. Les 2 hommes restants hésitèrent une seconde, puis choisirent la fuite, disparaissant par une porte latérale. Liora courut vers Eloy, Novan toujours serré contre elle. Elle trébucha, faillit tomber, mais Eloy la rattrapa. L'espace d'un instant, ils furent tous les 3 enlacés, l'homme, la femme et l'enfant au milieu du chaos. « Ça va aller, murmura Eloy. Vous êtes en sécurité. » Mais ce n'était pas fini. Dravon n'avait pas fui. Il s'était retrouvé dos au mur, littéralement près d'une pile de caisses qui lui bloquait toute retraite. Son visage était livide, ses yeux écarquillés, son souffle court. Eloy se dégagea doucement de l'étreinte de Liora. « Reste là, lui dit-il, ne bouge pas. » Puis il marcha vers Dravon. « C'est fini, dit-il simplement. Non. » Dravon plongea la main dans sa veste et en sortit un pistolet. L'arme tremblait dans ses mains, le canon pointait vaguement dans la direction d'Eloy. « Tu ne gagneras pas, pas cette fois. » Et Eloy s'arrêta. 3 mètres les séparaient. À cette distance, même un tireur nerveux pouvait difficilement le manquer. « Tire si tu veux, dit Eloy d'une voix calme. Ça ne changera rien. » Dravon eut un rire hystérique. « Ça ne changera rien, je pourrais te tuer là, maintenant et après. » Eloy fit un pas en avant. Le pistolet trembla plus fort.
j'ai envoyé tous les documents à la presse et à la police, ta falsification du test ADN, tes dettes auprès des criminels, ton chantage. Dans quelques heures, tout le monde saura, que tu me tues ou non, tu es détruit. Un autre pas. Alors va tire, si ça peut te faire du bien, mais sache que ça ne changera rien, tu seras toujours l'homme qui a perdu, qui a tout perdu, par sa propre faute. Le pistolet tremblait si fort maintenant qu'il était impossible que Dravon puisse viser quoi que ce soit. Alors c'est ça, sa voix s'était brisée, transformée en un gémissement pathétique. Tu gagnes encore. Le grand Eloy Arnhem, toujours au sommet, toujours le héros, non. Eloy secoua la tête. Il n'y a pas de gagnant ici, Dravon, nous avons tous les deux perdu, des années d'amitié, des années de confiance, on aurait pu construire quelque chose de grand ensemble, quelque chose de durable, mais on a choisi l'ego et l'ambition, on a choisi de se battre au lieu de se parler. Et regarde où ça nous a menés. Il fit un dernier pas, il était maintenant si près qu'il aurait pu toucher le canon du pistolet. Pose cette arme, Dravon, c'est terminé. Des larmes coulaient sur le visage de Dravon, pas des larmes de tristesse ou de remords, des larmes de rage impuissante, de défaite absolue. Le pistolet tomba de ses mains avec un bruit métallique qui résonna dans l'entrepôt silencieux. Dravon glissa le long du mur et s'effondra au sol, la tête entre les mains. La police entra à ce moment-là. Des hommes en uniforme, armes au poing, criant des ordres. Dravon fut menotté, relevé, emmené. Ces hommes, ceux qui n'avaient pas réussi à fuir, subirent le même sort. Et Eloy resta debout au milieu de l'entrepôt, regardant son ancien ami, son ancien frère, être traîné vers une voiture de police. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Dans les yeux de Dravon, il n'y avait plus de haine, plus de colère, juste un vide immense. Puis la portière se referma, et Dravon Kessel disparut de sa vie. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de chaos médiatique, de procédures judiciaires et d'épuisement. Les médias s'emparèrent de l'histoire avec une voracité prévisible. La falsification du test ADN fit la une de tous les journaux. Les dettes de Dravon auprès d'investisseurs liés au crime organisé furent exposées, déclenchant une enquête qui mena à l'arrestation de plusieurs personnes. Ses comptes furent saisis, ses propriétés confisquées, sa réputation anéantie. Dravon Kessel, autrefois respecté businessman, partenaire fondateur d'une des entreprises médicales les plus innovantes du pays, n'était plus rien. Un nom dans les rubriques judiciaires, un exemple de chute spectaculaire que les commentateurs décortiquaient avec une fascination morbide. Eloy regardait tout cela de loin, comme un spectateur assistant à une pièce de théâtre dont il connaissait déjà la fin. Il ne ressentait pas de satisfaction, pas de triomphe, juste une profonde lassitude, et le sentiment tenace que tout cela aurait pu être évité si deux hommes orgueilleux avaient su se parler au lieu de se déchirer. Et puis, il y avait la question. Celle qui le hantait depuis le début, celle dont la réponse attendait sur son bureau, dans une enveloppe scellée que Théo avait fait préparer par le laboratoire d'Arnhem Médical, le vrai test ADN. L'enveloppe était restée là pendant 3 jours, et l'œil passait devant chaque matin, chaque soir, il la regardait, puis il détournait les yeux et continuait son chemin. Parce qu'il savait que quel que soit le résultat, sa vie allait changer, et il n'était pas certain d'être prêt. Le 4e jour, il prit l'enveloppe et quitta son bureau. Il retrouva Liora dans un petit café près de l'hôpital où Novan était toujours en observation. Un endroit tranquille, avec des tables en bois usé et l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu. Elle était déjà là quand il arriva, assise près de la fenêtre, une tasse entre les mains qu'elle n'avait visiblement pas touchée. Le bleu sur sa pommette avait jauni, commençant à s'estomper, sa lèvre avait cicatrisé, mais c'était ses yeux qui avaient le plus changé. Il y avait quelque chose de nouveau dedans, une paix fragile peut-être. Ou simplement l'épuisement de quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti. Eloy s'assit face à elle, posa l'enveloppe sur la table entre eux. « Je ne l'ai pas ouverte, dit-il, je voulais qu'on le fasse ensemble. » Liora regarda l'enveloppe, puis elle leva les yeux vers lui. « Eloy, quoi qu'il y ait là-dedans, il y a quelque chose que je dois te dire d'abord. » Il attendit. Elle prit une inspiration tremblante. La nuit où j'ai, la nuit avec Dravon. Elle ferma les yeux comme si les mots lui coûtaient physiquement. Il ne s'est rien passé, pas vraiment. Eloy fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais tellement mal ce soir-là, tellement seule. Dravon est arrivé, il a été gentil, attentionné, tout ce que tu n'étais pas à ce moment-là. Et j'ai cru que c'était ce que je voulais. Une nuit avec quelqu'un qui me voyait, qui me désirait. Une larme glissa sur sa joue. Mais au dernier moment je n'ai pas pu,
quelque chose en moi refusait, je me suis levée et je suis partie. Dravon était furieux, humilié, il m'a dit des choses horribles. Et je suis rentrée chez nous, et tu n'étais même pas là pour que je puisse te parler de ce qui avait failli se passer. Elle rouvrit les yeux, cherchant le regard d'Eloy. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, quelques semaines plus tard, j'ai paniqué, je ne savais pas. Je me disais que peut-être d'une façon ou d'une autre, même sans que rien ne se soit vraiment passé. Et elle secoua la tête, c'était idiot, c'était de la panique pure. Alors quand Dravon a proposé le test et que le résultat a dit qu'il était le père, j'ai cru que j'avais perdu la tête, que quelque chose s'était passé cette nuit-là et que je l'avais bloqué, que mon propre cerveau m'avait menti. Elle prit une autre inspiration plus profonde cette fois, mais maintenant je comprends. Dravon savait, il savait depuis le début qu'il ne pouvait pas être le père parce qu'il ne s'était rien passé, c'est pour ça qu'il a falsifié le test, pour créer un doute, pour me faire croire que je t'avais trahi, pour m'éloigner de toi. Elle tendit la main et toucha l'enveloppe du bout des doigts. Novan est ton fils, Eloy, il n'a jamais été autre chose. J'ai passé 7 mois à vivre dans le mensonge de Dravon, et j'ai failli perdre notre fils à cause de ça. Le silence qui suivit fut si complet qu'Eloy pouvait entendre les battements de son propre cœur, ses mains tremblaient légèrement quand il prit l'enveloppe. Il la retourna, glissa un doigt sous le rabat, le déchira, une seule feuille à l'intérieur, des chiffres, des graphiques. Des termes scientifiques, et une ligne en bas de la page encadrée en rouge, correspondance génétique 99-97%, conclusion paternité confirmée, Novan était son fils. Eloy fixa le document pendant ce qui lui sembla une éternité, les mots se brouillaient devant ses yeux, quelque chose montait dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très très longtemps. Quelque chose qui ressemblait à de la joie. Eloy, il leva les yeux, Liora le regardait, le visage baigné de larmes, attendant sa réaction. Tu aurais dû me le dire, dit-il enfin, tout dès le début. Elle hocha la tête, incapable de parler. J'avais tellement honte, finit-elle par murmurer, de ce moment de faiblesse. Même si rien ne s'est passé, j'avais failli, j'avais voulu. Elle secoua la tête, et quand le faux test est arrivé, j'ai cru que l'univers me punissait, que je méritais ce qui m'arrivait. Eloy tendit la main par-dessus la table et prit celle de Liora. L'univers ne punit pas, dit-il doucement, les hommes punissent, et Dravon t'a utilisé comme arme contre moi. Un long silence s'installa entre eux. Dehors, le soleil commençait à percer à travers les nuages, projetant des raies de lumière dorée sur les tables du café. Est-ce que tu peux me pardonner demanda Liora d'une voix à peine audible. Eloy réfléchit longuement. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, les années de solitude, les nuits blanches à se demander pourquoi, la douleur qui ne s'était jamais vraiment estompée. Mais il pensa aussi à tout ce qu'il pourrait gagner, un fils, une famille, une seconde chance. Je ne sais pas encore, dit-il honnêtement, mais je veux essayer pour Novan et peut-être, pour nous. Liora serra sa main plus fort, une larme roula sur sa joue mais cette fois c'était une larme de soulagement. 3 mois plus tard, la nurserie était baignée de la lumière dorée du petit matin. Les murs étaient peints d'un bleu doux, parsemés d'étoiles argentées que Liora avait passé tout un week-end à coller une par une. Une mobile de planètes tournait doucement au-dessus du berceau, projetant des ombres mouvantes sur le plafond. Eloy était debout près de la fenêtre, Novan dans les bras. Le bébé avait 9 mois maintenant. Ses poumons fonctionnaient parfaitement, chaque souffle était profond, régulier, sans la moindre trace du sifflement qui avait failli lui coûter la vie. Sa trachée, reconstruite par les mains de son propre père, était solide, saine, fonctionnelle. Et ses yeux, ce bleu profond, si familier, regardaient Eloy avec une confiance absolue. La confiance d'un enfant qui sait, d'une façon que les mots ne peuvent pas exprimer, qu'il est aimé, qu'il est en sécurité. Liora entra dans la pièce, 2 tasses de café fumant dans les mains. Elle portait un de ses vieux t-shirts, celui qu'elle lui avait volé des années auparavant et qu'elle avait emporté quand elle était partie. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et il y avait encore des traces de sommeil sur son visage. Elle était belle, elle avait toujours été belle, ils n'étaient pas encore ensemble, pas vraiment, pas au sens traditionnel du terme, ils vivaient sous le même toit, mais dans des chambres séparées. Ils partageaient les responsabilités parentales, les nuits blanches, les biberons de 3 heures du matin. Ils réapprenaient à se connaître, à se faire confiance, à se parler, c'était lent, c'était difficile. Certains jours, la douleur du passé revenait comme une vague menaçant de tout emporter, mais c'était réel. Liora posa les tasses sur la commode et vint se placer à côté d'Eloy.
Ensemble, ils regardèrent leur fils qui gazouillait joyeusement, ses petites mains s'agitant dans l'air comme s'il essayait d'attraper les rayons du soleil. Tu sais, dit Eloy, j'ai passé ma vie à réparer les cœurs des autres, des centaines d'opérations, des milliers d'heures dans des salles d'opération. Je croyais que c'était ma mission, ma raison d'être. Et il marqua une pause, regardant le visage de Novan, ce petit visage qui ressemblait tellement au sien, mais aussi d'une façon subtile et indéfinissable à celui de Liora. Je crois qu'il est temps que j'apprenne à réparer le mien. Liora ne répondit pas, mais elle sourit. Un vrai sourire, le premier qu'il avait vu sur son visage depuis des mois, peut-être depuis des années. Elle posa sa tête sur son épaule. Il passa son bras libre autour d'elle, et ils restèrent là, tous les trois, dans la lumière dorée du matin. Dehors, le soleil se levait sur la ville, un nouveau jour, un nouveau début, et pour la première fois depuis très longtemps, Eloy Arnhem ne se sentait plus seul. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, alors prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires comme celle-ci, parce que chaque semaine, je vous apporte des récits qui vont vous faire vibrer. Et je veux savoir, qu'auriez-vous fait à la place d'Eloy? Auriez-vous pardonné à Liora, ou la trahison était-elle trop profonde? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.